Nous savions que c'était grave, mais nous n'avions aucune idée que c'était à ce point. Un nouveau rapport choquant de médecins sur le terrain à Téhéran vient de révéler l'ampleur réelle de la répression iranienne. Les chiffres sont terrifiants. Plus de 16 000 morts et plus de 300 000 blessés en seulement quelques jours. Pour mettre cela en perspective, il a fallu près de 2 ans de guerre totale à la Russie, 20 mois pour être exact, pour atteindre ces chiffres de pertes. Mais le régime iranien a commis ce massacre en seulement 2 jours. C'est un type de répression que nous n'avons jamais vu auparavant dans l'histoire moderne. Voici un manifestant qui a en fait fui l'Iran, et qui partage comment la répression a commencé. Écoutez bien. Personne n'osait parler devant la caméra, de peur d'être surveillé par le régime. Un homme, le visage marqué de blessures, nous a dit avoir été touché par balle lors d'une manifestation dans la province d'Alborz la semaine dernière. J'ai reçu environ 7 plombs en plein visage. Ils m'ont touché au-dessus de la paupière, sur le front, sur la joue, ma lèvre, sous mon oreille et le long de ma mâchoire. J'ai utilisé une lame de rasoir pour extraire un plomb. 5 sont encore coincés dans mon visage. Je craignais trop d'être arrêté pour demander de l'aide médicale. Il nous a dit que les forces de sécurité iraniennes avaient réprimé les manifestations dans sa ville, mais qu'elles continuaient ailleurs. Les manifestations continuaient encore à Kardimalar et dans certains quartiers de Téhéran. Mes amis étaient là-bas, nous étions constamment au téléphone. Mardi soir, la manifestation se poursuivait encore, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Voilà, c'était le témoignage d'une seule personne. Ici, nous avons un rapport d'ensemble des médecins qui étaient à Téhéran. Le régime iranien essaie très fort de faire disparaître ce rapport, car la tyrannie prospère lorsque la vérité était réduite au silence. Alors, si vous le pouvez, aidez-nous avec l'algorithme en prenant juste un instant pour cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça fait vraiment une différence pour nous aider à faire parvenir la vérité à de plus en plus de personnes. Ce rapport provient du Sunday Times, qu'il a obtenu auprès de médecins sur place. Le rapport indique qu'au moins 16 500 Iraniens ont été assassinés dans l'obscurité numérique et que plus de 300 000 ont été blessés. La plupart d'entre eux l'ont été en seulement 2 jours de massacres intenses, les 8 et 9 janvier. La plupart de ces victimes sont de jeunes Iraniens, âgés de moins de 30 ans. Plus de 7 000 manifestants ont des blessures aux yeux, et au moins 700 à 1000 ont perdu un œil. Il y avait tant de blessures aux yeux dus aux fusils de chasse que les médecins ne savaient plus qui traiter en priorité. Le massacre était si étendu que beaucoup de personnes sont mortes à cause d'un manque de sang. Bien que le personnel médical de plusieurs hôpitaux donnait son propre sang pour maintenir les patients en vie, dans de nombreux cas, les forces de sécurité refusaient en fait d'autoriser les transfusions sanguines. Nous savons aussi que le régime iranien a demandé de l'aide à des miliciens irakiens pour écraser les manifestants. Près de 5000 combattants des milices irakiennes sont entrés en Iran pour aider les forces de sécurité iraniennes à réprimer la révolution. Cela montre bien que, même dans le contexte du régime islamique, où les autorités n'ont pas peur de tuer des gens lors des manifestations, l'ampleur des tueries cette fois-ci était vraiment sans précédent. Maintenant, la partie la plus ironique de toute cette histoire, c'est que les tueries étaient si étendues que même le régime iranien n'a pas pu les cacher. Malgré cela, nous avons eu le ministre iranien des Affaires étrangères, qui est passé à la télévision américaine, et a dit au monde entier que pas tant de gens étaient morts. Ce sont ses mots, pas les miens, il a dit. Seulement des centaines de personnes sont mortes, pas des milliers. Mais devinez quoi, il a été démasqué pour avoir menti par nul autre que le guide suprême iranien. Écoutez bien. À propos de la situation sur le terrain, il y a des rapports, monsieur, selon lesquels entre 2500 et plus de 12 000 manifestants dans différentes villes ont été tués par le régime. Combien de personnes ont été tuées? Nous sommes sur le terrain, Iran. Ces affirmations sont sans fondement. Il n'y a aucune preuve de cela. Le nombre de morts, bien qu'ils aient fait de gros efforts pour l'augmenter, n'est que de quelques centaines. Dans cette sédition, ces agents ignorants et inconscients, dirigés par ces éléments malveillants et formés, ont assassiné plusieurs milliers de personnes. Ils ont tué certains avec une cruauté inhumaine, c'est-à-dire de manière totalement sauvage. Maintenant,
La partie la plus choquante dans tout cela, c'est qu'un message ou un texto du ministre des Affaires étrangères est en fait ce qui a convaincu le président Trump d'annuler les frappes contre l'Iran. Du moins, c'est ce que rapporte le Wall Street Journal. Regardons cela ensemble maintenant, juste un peu de contexte. Mardi, le président Trump a déclaré très publiquement qu'il avait annulé toutes les réunions avec les dirigeants iraniens. Et il a ensuite demandé au peuple iranien de prendre le contrôle des bâtiments gouvernementaux et de renverser le régime. Il a également déclaré que l'aide était en route. 3 jours plus tard, Trump a suggéré qu'aucune frappe imminente contre l'Iran n'aurait lieu. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé pendant ces 3 jours qui a mené à cette décision ? Voyons cela maintenant. Le premier point est, bien sûr, le président Trump a publiquement affirmé que l'Iran avait suspendu les exécutions des manifestants. Et c'est pourquoi il a annulé les frappes maintenant. C'était seulement la raison officielle qui a été donnée. Mais en réalité, beaucoup de choses se sont passées pendant ces 3 jours qui ont mené à la décision de suspendre les frappes. La première raison était bien sûr l'analyse coût-bénéfice. L'armée américaine avait en fait des doutes sur le fait qu'une frappe pourrait réellement conduire à un changement de régime. Parce qu'il est important de se rappeler que des manifestations avaient lieu dans tout le pays. Plus de 100 villes étaient impliquées. Les forces de sécurité étaient déployées dans tout le pays pour repousser les manifestants, rendant plus difficile une opération comme celle des États-Unis avec Midnight Hammer. Durant cette opération, les forces américaines ont frappé les sites nucléaires iraniens, puis sont reparties, sans que l'Iran ne puisse riposter, comme si les défenses aériennes ne pouvaient rien détecter à ce moment-là. Mais la grande différence, c'est que les installations nucléaires iraniennes étaient très concentrées. Nous avons ciblé 3 sites, nous avons tout détruit, et nous sommes repartis. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Donc selon le personnel militaire qui conseillait le président, les calculs ne tenaient tout simplement pas la route. Ce serait très difficile d'entrer, et de mener les frappes. Et même si les États-Unis réussissaient, cela ne garantirait pas forcément qu'il y aurait un changement de régime. Il faut aussi noter que l'armée américaine n'était pas seule à défendre ce point de vue. Le premier ministre israélien a même appelé le président Trump pour tenter de le convaincre. Il a estimé que ce n'était peut-être pas encore le moment d'attaquer le régime par des frappes. Les États-Unis doivent attendre une meilleure occasion. Les pays arabes, notamment ceux du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, faisaient aussi pression sur la Maison-Blanche pour suspendre les frappes, mais pour des raisons différentes. Les diplomates iraniens faisaient pression sur ces pays pour qu'ils influencent les États-Unis et évitent la frappe. Ils essayaient en gros de faire chanter ces pays, en disant que si les États-Unis frappaient l'Iran, l'Iran riposterait contre ces pays, et ils s'en prendraient aux bases situées dans ces pays. À cause de cela, nous avons également eu le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a appelé directement le président Trump pour essayer de plaider en faveur d'une pause dans les frappes. Ensuite, par-dessus tout cela, nous avons eu le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a envoyé un message directement à l'envoyé spécial, Steve Witkoff. En gros, il soutenait que si les États-Unis ne menaient pas les frappes, l'Iran pourrait être disposé à négocier sur le programme nucléaire. Il a même proposé une rencontre avant le sommet économique de Davos, qui va bientôt avoir lieu. Et à cause de tout cela, la situation s'est en fait un peu apaisée maintenant. Un autre aspect choquant de tous ces rapports, c'est le fait que le vice-président J.D. Vance, qui est connu pour être très sceptique à l'égard de toute implication étrangère, a en fait soutenu les frappes contre l'Iran. Et bien sûr, nous avions le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a également plaidé en faveur de la frappe. Mais nous avions d'autres personnalités importantes, comme l'envoyé spécial Steve Witkoff et le secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui se sont opposés aux frappes. Ils ont surtout suggéré qu'attendre les effets des sanctions économiques serait peut-être une meilleure stratégie. Il y a clairement une division à la Maison-Blanche, ou dans l'administration. Mais ce n'est pas inhabituel. J'ai l'impression que sur n'importe quel sujet, il y a une division, que ce soit l'Ukraine, la Russie, Israël, Gaza ou ces frappes iraniennes. Autre point important à retenir, cela a eu lieu plus tôt dans la semaine, pendant les jours ouvrables. Mais samedi, juste hier, nous avons vu le discours changer de la part du président Trump. Il plaidait lors d'une interview pour un changement de direction en Iran, et tout cela se passait en même temps. Les actifs militaires américains continuent d'être déployés au Moyen-Orient, notamment le groupe aéronaval Abraham Lincoln, en route depuis la mer de Chine méridionale. Dans environ 2 ou 3 jours, il sera là, et cela nous donnera donc plus de moyens pour exercer une pression supplémentaire sur l'Iran. Cela ne signifie pas nécessairement que les États-Unis doivent frapper, mais cela rend certainement plus facile pour les États-Unis d'effectuer une frappe. Et, en plus de cela, plus important encore, défendre contre toute représaille,
qui pourraient survenir par la suite. Parce qu'il est important de se rappeler qu'il y a des bases américaines partout au Moyen-Orient, et qu'environ 30 000 soldats américains y sont stationnés. Il est donc essentiel de réfléchir non seulement à la manière dont les États-Unis peuvent mener la frappe, mais aussi à comment protéger leurs atouts et alliés. Après coup, seul le temps nous dira ce qui va se passer ensuite. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés humains ou soldats russes, est évident dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Si vous vous intéressez à ce type de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus, vous soutenez notre travail et notre chaîne, merci beaucoup. Je suis Sam, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.